tout le personnel de la Cinémathèque. Je sais qu'ils ont fait des efforts pour nous programmer juste avant le bal. Alors, ce documentaire a été produit par Studio 21 École, qui, comme vous le savez peut-être, c'est une école de formation en audiovisuel qui va bientôt fêter ses 10 ans. Dans la philosophie de l'école, c'est de donner du terrain à nos stagiaires et d'aller faire un travail terrain. Donc, j'ai réalisé ce documentaire, mais beaucoup de nos stagiaires que je vous présenterai tout à l'heure ont participé. On a un absent de taille aujourd'hui, ce documentaire, on l'a fait aussi grâce à la présence d'un stagiaire du Cameroun, qui nous a facilité bien sûr les accès. Donc aujourd'hui, on a le plaisir de vous le présenter pour 2 raisons. Nous serons très très heureux de recevoir toutes vos critiques et vos remarques. Et nous voulons associer aussi le monde associatif ainsi que le citoyen de Tizi Ouzou aux conclusions sur lesquelles nous sommes arrivés. Donc on essaie d'éviter un peu toute la tranche de la société. Donc bon visionnage et on sera à votre disposition après. Merci beaucoup. Je m'appelle Aïcha. Il y a 4 jours, j'ai poussé mes premiers cris. Ma maman et de nombreux enfants du camp m'ont accueilli à bras ouverts. Notre maison se limite à cette tente au milieu de tant d'autres. Sous le pont de Oued El Karma, en Algérie. Maman, je sors rentrer dans la ville, je trouve assez à manger bien, pas de problème. L'Algérie c'est bien, c'est mieux. Entre nous et les Algériens et les Nigériens c'est bien. Il nous est impossible de déterminer le nombre d'âmes qui occupent les lieux. On a aussi constaté une certaine organisation. Les familles sont séparées des célibataires pour prévenir d'éventuels problèmes. Problèmes qui ne manqueront certainement pas d'exister, vu les espaces de vie trop exigus du camp. Oui, il y a des problèmes. Il y a beaucoup de problèmes. Ils n'ont pas cité, il y a beaucoup de problèmes. Tu ne peux pas citer même un Oui, problème. il y a beaucoup. Mais cite au moins 2 problèmes. Ok. Donc je tenais juste à vous dire que toutes les personnes qui ont participé à ce documentaire de près et de loin l'ont fait bénévolement. Donc il y a des... Voilà, on a M. Nasser qui a été au cadrage. Voilà, c'est Inès. Voilà, au collège. Il y a ma femme Bétéa qui a fait la plupart des comptes. C'est pour ça que vous avez eu facilement des images avec les femmes, elle a été plus à l'aise. Madame Kim qui nous a supporté pour le titre. Nous avons eu la voix de Majid Lagan, 25 ans de Algéchien Taroua. Voilà. Donc tout ce beau monde a travaillé bénévolement par rapport au sujet, comme nous ont aidé avant M. Faudil, M. Fadé pour d'autres travaux que vous connaissez. Donc je reste à votre disposition si vous avez des questions. Je me retourne au monde associatif pour dire que ce qu'on a découvert, c'est que bon, c'est vrai que ces migrants sont là pour des raisons ou d'autres, mais ceux qui payent la sauce, c'est les enfants. Vous a étonné d'abord pour dire qu'on a changé de scénario. Et puis je pense que nous déjà, tant qu'on est là, on a eu des choses vraiment extraordinaires. Vous nous avez appris des choses qu'on a changé de vue par rapport à ce qu'on voyait dans la rue, parce qu'on les a tous vus. Là, mais ce qui est sûr, c'est un problème pas uniquement algérien, c'est un problème mondial.
Mais maintenant, il se trouve chez nous, devant le fait accompli, tout le monde est mis devant le fait accompli, et je pense que même l'autorité ne sait pas comment s'y prendre. Le fait c'est transitoire. Parce que les migrants subsahariens sont venus juste, se sont greffés aux Syriens au début. Et les Syriens, on sait que c'est transitoire, ils ont une guerre et tout, mais ils vont repartir. Donc les subsahariens, pour nous, ils sont là. Bon, ils sont là, mais ils vont repartir. Ils vont rester en Algérie. Non, ils vont rester. C'est ça un peu la nouveauté. Ce qui m'inquiète le plus, c'est sur le plan sanitaire et la scolarité de ces enfants-là. Parce que si on voit, ils sont toute la journée dehors et on voit leur état de santé quand il y a le mauvais temps ou quand il fait chaud. Qu'est-ce qu'ils vont devenir ces enfants-là? Je pense qu'il faut prendre ça aussi en charge. Parce que leur donner un dinar, c'est facile. Mais les prendre en charge, soit sur le plan scolarité sanitaire, ça, je pense que ça pose vraiment un problème très important. Ces migrants à venir en Algérie. Car on entend à plusieurs reprises plusieurs idées, plusieurs explications, et on ne sait pas encore la vraie cause qui les pousse à venir ici. Une deuxième question, en ce qui concerne l'aide, comment pourrions-nous les aider en tant qu'association travaillant au champ des Ouzou? Que pouvons-nous réellement faire pour leur venir en aide, ou bien les aider à traverser certaines crises, ou bien certaines grosses qu'ils rencontrent ici en Algérie? Hugo, on est dans l'illégalité la plus totale. Et le problème est aussi complexe et les questions le révèlent justement. Les questions sont la résultante de la complexité de ce sujet. C'est tous les problèmes qui sont soulevés par... Alors, comme c'est des mafias, la mafia, il y a une chose, pourquoi les mafias prospèrent? Parce qu'elles ont l'impunité, l'omerta, parce que il faut qu'ils soient vus. Maintenant, il faut simplement montrer au monde entier qu'il existe une autre forme d'esclavage qui est toutes celles qui ont précédé, qui est celle des enfants. Et maintenant, il va falloir toucher les instances internationales parce que les celles qui sont capables de... Bon, si on se réfère à la structure sociale de ces gens-là, en réalité c'est des nomades. Le nomadisme que dans le son. Alors, c'est le mode de vie en quelque sorte. Ils veulent à chaque fois traverser les frontières et tout. Mais il y a des manquements par rapport au niveau de notre État algérien. S'ils se dotent les frontières par rapport, par exemple, à Terminal 7, puisque c'est une grande wilaya, des secteurs d'accueil peuvent faire lutter sur le lieu, différencier les gens entre les réfugiés pour des raisons humanitaires, par rapport à la sécheresse, aux guerres et tout, par rapport à l'immigration à motif économique. Si on va par exemple par rapport au monde des cités et tout. Comme tout à l'heure, c'est tout à fait vrai ce que vous dites. C'est les enfants qui sont touchés en premier. Parce que les autres, ils les utilisent. Ils sont utilisés, ces enfants. D'accord? À des fins, à toutes les fins, hein, qu'on n'a pas citées dans le reportage, mais je suppose que ça existe et qu'on ne l'a pas dit. On le tait. Et ce qui me touche le plus, pour avoir travaillé de nombreuses années dans le mouvement associatif et surtout dans un secteur très fragile comme le secteur humanitaire et social, ce qui me touche le plus, c'est comment, à travers les frontières, comment ces frontières, elles sont comme des éponges. C'est-à-dire qu'elles absorbent tous ces migrants, puis ensuite ils arrivent, ils remontent jusque dans le nord, et ça il faut le faire aussi, et quand ils arrivent là, ils sont dans un état piteux, lamentable. On les a vus, on est allé auprès d'eux, bien qu'on ne nous laisse pas, et je vous le dis ici tout cru, maintenant je ne suis plus dans le mouvement associatif, mais je l'ai toujours dans l'âme, on ne nous laisse pas travailler, hein, monsieur. D'accord? Le petit jeune homme là, aide aux enfants, etc. Il est plein de bonne volonté, plein d'espoir, c'est magnifique, c'est extraordinaire, et je l'encourage à continuer, parce que si on s'arrête, toute notre vie, on va être malheureux,
D'accord? Et on aura comme un goût de ne pas avoir fait quelque chose ou de ne pas avoir mangé. Voilà. Et bien c'est la même chose. Et si je vous dis que parfois vous allez pour faire des actions fortement humanitaires, quand je dis fortement, j'appuie sur ce mot, et puis qu'on vous dit non, laissez. Ne faites pas. Ne faites pas. D'accord? Laissez faire. Ils passent à travers les frontières, laissez faire. Vous parlez, monsieur, à juste titre, hein, vous parlez de centres de tri, parce que c'est des centres de tri. À Tamanrasset, c'est des centres de tri. Il faudrait ces centres-là. Mais si on met des centres de tri... plus approfondi, parce qu'on voit l'histoire de l'esclavage, l'exemple de l'esclavage des femmes, que ce soit en Europe de l'Est et tout, c'est un truc qui est géré par une mafia vraiment puissante, et ce n'est pas le travail des associations. Il faut trouver des chaînes, donc économique, évolution des esprits, etc. Donc l'Europe se mobilise justement comment donc accueillir finalement tous les flux qui accèdent chez elle. Et pourquoi pas chez nous, même avec nos petits moyens. Donc le fond du problème, c'est celui-là. Donc, et globalement, il y a un déficit de débat. Il y a un déficit réel de débat autour de ce problème-là sociologique. Et le problème il va se compliquer à l'échelle d'une manière exponentielle, avec le déficit d'eau. Donc plus on avance dans le temps, plus la crise, donc je suis dans l'environnement, donc il y aura donc les problèmes vont se compliquer très sérieusement. Très sérieusement. Donc à ce moment-là, prendre les devants, donc tout de suite, il faut donc le mot clé, le maître mot, tu en as parlé tout à l'heure, c'est les débats. Il faut qu'il y ait des débats. Donc ces débats-là, donc à tous les niveaux. Par exemple, tiens, pourquoi il n'y aurait pas donc, des conférences, par exemple, à l'université sur ça, à l'université ou ailleurs, par exemple, hein, ouais, etc. Donc c'est ça justement. Il faut qu'il y ait donc toutes les spécialités confondues, en particulier ceux qui s'intéressent à la sociologie, pour essayer donc d'endiguer un tant soit peu finalement ces grands phénomènes-là. Parce que c'est inéluctable. La misère, elle fait bouger les gens. La misère, donc, elle migre, qu'on ne veuille pas. C'est comme la poussière. Elle passe par tous les interstices. Elle passe. Alors à ce moment-là, donc, il faudrait se concerter. C'est ce problème-là donc, de concertation donc, à l'échelle régionale qu'il faudrait donc, finalement donc, initier. Et ce documentaire-là, donc, je crois que c'est une clé, donc sérieusement, c'est une clé. C'est bon, Merci beaucoup, M. Aïkoun. Merci pour la listique qui ouvre un petit débat. On est très content. Maintenant, M. Aïkoun, je tiens à vous le dire, est un universitaire spécialiste de l'eau. Donc, on a essayé de voir est-ce que ceux-là, on pouvait les mettre dans la catégorie des réfugiés de l'eau, comment on les appelle? Des réfugiés climatiques. On n'a pas eu de preuve pour dire que oui, attention, ça a commencé cela. Donc on s'est retenu de le dire. Ceci dit, c'est possible, vous êtes mieux placé que moi. Maintenant, la politique algérienne, je ne suis pas là pour défendre la politique, mais la problématique est mondiale. Maintenant, la seule chose que j'ai peur, moi, parce que j'ai beaucoup vu sur Internet et ce qui est dit, c'est qu'on ferme la cocotte sur l'Algérie. Ce qui s'est passé dans les années 80. Ça reflète réellement la situation de ces enfants qu'on a vu tous de près. Et ce qui est dramatique, parce qu'il y a quand même le pouvoir, il est absent. Il est absent, il faut le dire, parce que ces enfants, déjà, il n'y a pas de suivi. Il n'y a pas de suivi. Dans votre documentaire, ça aurait été peut-être intéressant d'être carrément dans le bureau, parce que les gens, les responsables, ils sont beaucoup plus derrière leur bureau. Donc allez chez eux et leur dire qu'est-ce qui se passe. Vous êtes derrière vos bureaux. Venez sur terrain et vous allez voir. Toujours le débat et surtout démocratiquement, donc, il y a toujours des idées donc, à mobiliser donc, et à faire fructifier. Voilà. Et trouver un début de solution, ou tout au moins écrire dans la C'est tout le plaisir d'être aujourd'hui parmi vous et d'écouter vos remarques et de lancer peut-être le débat. Hein. Voilà. Merci beaucoup, monsieur.